Donc voilà le schéma de la vascularisation artérielle de l'utérus, de la trompe et de l'ovaire. Maintenant, le retour veineux. Le retour veineux est pratiquement calqué sur le schéma artériel. Donc le problème devient facile. On va avoir chaque artère, chaque branche sera accompagnée d'une veine. Et l'ensemble, ils vont aboutir à la veine ici utérine, et la veine utérine va se jeter au niveau de la veine iliaque interne. Pour le drainage lymphatique, on va avoir une différence de drainage lymphatique entre le col et la région cervico-vaginale. Pour la région du corps, le drainage lymphatique se fait essentiellement au niveau de l'artère hypogastrique, et la région cervico-vaginale, le drainage lymphatique se fait au niveau de l'iliaque externe, et après les relais vont se faire vers les ganglions présacrés et après vers la partie supérieure. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la question concernant l'anatomie de l'utérus. On peut enchaîner toujours dans l'étude des voies génitales. Je vous rappelle que les voies génitales, je vous ai dit qu'ils sont formés par l'utérus, hein, c'était grand 2, et grand 3 maintenant, ce sont les trompes. Donc grand 3, les trompes utérines. Les trompes utérines. Donc, comme définition, c'est quoi les trompes utérines? Donc, si on veut donner une définition, les trompes utérines sont des conduits musculo-membraneux qui relient la cavité utérine avec l'ovaire. Et bien sûr, ce qui dit sont des conduits, donc c'est un pertuis qui va avoir un calibre qui est différent depuis son début jusqu'à la fin. Il relie quoi? Il relie les ovaires à la cavité utérine. Donc petit b, description. On va essayer de décrire la trompe utérine. Donc la trompe utérine, maintenant l'utérus c'est déjà étudié, ici c'est le fond, et après nous allons avoir la trompe qui va commencer au niveau d'un orifice qu'on appelle l'orifice utérinum ou orifice utérin, et puis le calibre va changer au fur et à mesure qu'on avance jusqu'à la partie terminale de la trompe qui est formée par des expansions qu'on appelle les franges. Les franges de la trompe ou bien les franges du pavillon de l'ovaire. On peut assombrir un petit peu cette partie-là, qui veut dire qu'elle est postérieure, pour donner un petit peu le relief ou bien l'aspect tridimensionnel du schéma. Donc cette partie, elle est de l'autre côté. Voilà. Et sous la trompe de Fallope, nous avons bien sûr notre ovaire. La trompe, on la divise en plusieurs segments. Donc on peut diviser la trompe en plusieurs segments. Le premier segment, c'est le segment qui est implanté au niveau de l'utérus, au niveau de l'ongle. Le deuxième segment, c'est ce qu'on appelle le segment isthmique. Le troisième segment, c'est le segment ampulaire. Et la quatrième partie, c'est ce qu'on appelle le pavillon. Donc je vais donner le nom à chaque région. Ici, la première région, la région numéro 1, c'est ce qu'on appelle la région interstitielle. La région interstitielle. La deuxième région, c'est la région isthmique, c'est l'isthme, la région isthmique. Et puis la troisième région, c'est la région ampulaire, c'est l'ampoule, la région ampulaire. Et la quatrième région,
c'est ce qu'on appelle le pavillon. C'est la région pavillonnaire. Quelle est la particularité de chaque région? La région interstitielle, c'est une région qui est implantée au niveau de l'angle de l'utérus et c'est une région qui mesure environ 1 cm et le diamètre, le calibre de la trompe à ce niveau, il mesure 1 mm, environ 1 mm. La deuxième région, c'est la région isthmique. Cette région, elle va avoir une longueur de 3 à 4 cm et le diamètre, la même chose, 3 à 4 mm. La région ampulaire, c'est la région la plus longue. Elle mesure à peu près 7-8 mm et vous voyez le diamètre augmente et on a sensiblement la longueur identique au diamètre, donc 7-8 mm de diamètre. Et la dernière partie, c'est la région ampulaire qui est formée par de multiples franges qui flottent à la surface de l'ovaire. Au niveau de l'ovaire, qu'est-ce qu'on a à la surface? On a des formations, hein, c'est ce qu'on appelle les follicules. Hein, les follicules. Et on a les stades d'évolution du follicule. On peut avoir des follicules c'est-à-dire des ovogonies qui sont regroupées, des follicules de premier ordre, des follicules du deuxième ordre, et après on peut avoir des follicules qui sont dites matures, ce sont les follicules de Degraaff, et ces follicules de Degraaff vont avoir à la fin c'est-à-dire de la première phase du cycle, et il va y avoir un éclatement de ce follicule avec sortie de l'ovocyte à la surface, donc l'ovocyte qui est là, l'ovocyte, et à la surface du follicule, elle va sortir à la surface de l'ovaire, et bien sûr, elle sera captée par la trompe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un deuxième orifice à ce niveau. Et cet orifice, on l'appelle orifice péritonial. Pourquoi péritonial? Parce qu'il fait communiquer la trompe utérine, elle la communique avec la cavité péritoniale. Je vous ai dit que la moitié de l'ovaire n'est pas péritonisée, donc en quelque sorte, il y a une communication de la trompe utérine avec la cavité péritoniale. Et comme conséquence là, et on l'a déjà expliqué dans l'introduction, c'est que les infections qui vont toucher la trompe et qui vont siéger au niveau de la trompe et qui vont constituer une salpingite, c'est-à-dire l'infection de la trompe, ils peuvent diffuser, ils peuvent progresser et sortir c'est-à-dire l'infection, elle peut passer à travers cet orifice vers la cavité péritoniale et donner une péritonite, une péritonite généralisée, parce que ça communique avec la cavité péritoniale. Donc, par quoi est constituées les parois de la trompe? Elles sont constituées de 3 tuniques. La première tunique, c'est quoi? C'est le péritoine. Comme on a vu, le péritoine, il va couvrir, voilà, il va couvrir la trompe de cette manière. C'est-à-dire, on va avoir le péritoine qui va monter et qui va passer à la face supérieure de la trompe et il va descendre. Et au-dessous, on l'a vu, qu'est-ce qui passe au-dessous de la trompe? Ce sont les artères tubaires. Et par conséquent, c'est un méso. C'est ce qu'on appelle le mésosalpinx. Et ça fait partie du ligament large. Donc là, le péritoine, c'est la première tunique. C'est la séreuse qui va être une tunique externe. La deuxième tunique, c'est une musculeuse. On a dit dans la définition, la trompe est un conduit musculo-membraneux. Donc la deuxième tunique, c'est la musculeuse. La musculeuse qui va intéresser toute la paroi utérine. Et cette musculeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait contracter la trompe. Pour quelle raison? Pour faire progresser, d'une part, les spermatozoïdes vers l'ovocyte,
parce que la fécondation se fait généralement au niveau de la région ampulaire. Et la deuxième étape, c'est qu'elle fait progresser l'œuf vers l'utérus pour l'anidation. La troisième tunique, c'est un épithélium cylindrique et cilié. À ce niveau, il va y avoir des cellules, et des cellules comment? Ciliées à leur surface. Donc il va y avoir des cils vibratiles, et ces cils, la même chose de l'autre côté, il va y avoir des cellules, et ces cellules sont ciliées. Et quelle est la particularité de cet épithélium? C'est qu'il y a une activité ciliaire. Et cette activité ciliaire, avec le péristaltisme, avec la pression négative, avec les mouvements des cils vibratiles, tout ça est fait pour faciliter la progression de l'œuf vers l'utérus. Mais, en application clinique, mais supposons une femme qui fait une salpingite, elle fait une infection de la trompe et qui est maltraitée. Et cette infection, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Une destruction de cette tunique, voire même de la musculeuse. Et toute destruction, toute inflammation va être cicatrisée, va être réparée par une cicatrisation fibreuse. Et cette cicatrisation fibreuse va intéresser la trompe et bien sûr, quand elle intéresse la trompe, et comme vous le savez, toute cicatrisation fibreuse est une cicatrisation rétractile, c'est-à-dire par la suite, on va assister à une rétraction de cette fibrose qui va modifier les calibres qu'on vient de citer concernant la région ampulaire qui est large, la région surtout isthmique et la région interstitielle. Et s'il y a un changement de calibre, la progression de l'œuf, quand elle arrive, elle va rencontrer un obstacle. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'une trompe. Voici une trompe qui a mal cicatrisé. Voici des zones larges, des zones... Et imaginez l'œuf qui est là. L'œuf, c'est quoi? C'est la fécondation de l'ovocyte par spermatozoïde avec naissance d'une seule cellule. Cette cellule va se diviser en deux, puis la division se fait vers 4 cellules, vers 8, vers 16, vers 32, vers 64, vers 128, et ça va donner blastula, morula, tout ça vous allez le développer en embryologie. Et supposons que cet œuf, il prend un volume et il rencontre une région qui est rétrécie. Il ne peut pas passer, ce qui fait qu'il va stagner, il va rester. Et cet œuf qui va se développer à ce niveau, il va se développer au niveau de la trompe. C'est ce qu'on appelle la grossesse extra-utérine. Et cette grossesse extra-utérine est un vrai problème. Pour quelle raison? Parce que c'est un incident qui peut donner un état de choc de manière brutale. C'est la raison pour laquelle il y a le réflexe. Toute femme en phase de procréation qui se présente aux urgences avec un état de choc, avec une hémorragie interne, c'est une GU jusqu'à preuve du contraire. Donc il faut penser à l'éventualité de GU rompu, et je vous ramène tout de suite vers cette vascularisation au niveau de la trompe, et imaginez que la trompe elle est richement vascularisée par ce cercle artériel qui vascularise la trompe à ce niveau, et cette GU qui va grandir et qui va éclater, il va éclater ses vaisseaux, et c'est l'hémorragie interne. Donc voilà l'élément qui concerne la trompe. Le troisième élément, deuxièmement c'était les trompes utérines. Le troisième élément, c'est un dernier mot sur la cavité vaginale. Donc grand 3, la cavité vaginale. Donc c'est quoi la cavité vaginale? C'est un pertuis, c'est un fourreau qui va relier le col en haut avec la vulve en dehors. Quelle est la situation de la cavité vaginale? On va avoir dans un premier temps donc le pubis, ensuite l'urètre chez la femme
qui va avoir un trajet qui est oblique vers l'avant et vers le bas, légèrement concave vers l'avant. Donc ça, c'est l'urètre. Et juste derrière l'urètre, nous allons avoir la cavité vaginale. Donc la cavité vaginale, nous allons placer l'utérus avec la région cervicale, c'est-à-dire le col, et en bas, nous allons avoir la cavité vaginale de cette manière. Et vous remarquez que cette cavité vaginale, elle a une longueur environ de 7 cm avec une compliance qui est variable et c'est un conduit musculo-membraneux. Donc musculo-membraneux non péritonisé. Ça veut dire que le péritoine pariétal, le péritoine viscéral, il va couvrir la partie supérieure de la vessie, il va couvrir la face antérieure et supérieure de l'utérus et il arrive jusqu'auprès du cul-de-sac postérieur et il se réfléchit pour couvrir la face antérieure du rectum. Donc, ce qui fait que la cavité vaginale est une cavité qui est non péritonisée. Elle est formée d'une paroi antérieure et une paroi postérieure. En haut, elle est fixée au niveau du col grâce à quoi? Grâce à des cul-de-sac. Il y a combien de cul-de-sac? Il y a 4 cul-de-sac. C'est ce qu'on appelle les cul-de-sac vaginaux. Un cul-de-sac antérieur, cul-de-sac vaginal antérieur, un cul-de-sac postérieur, vaginal postérieur. Mais il y a 2 autres cul-de-sac. Ce sont des cul-de-sac latéraux. Un cul-de-sac latéral droit et un cul-de-sac latéral gauche. On a déjà fait ça quand on a étudié l'anatomie topographique et la configuration interne. On a dessiné ces cul-de-sac. Mais le cul-de-sac le plus profond est le postérieur. Le postérieur, il joue un rôle important dans la préservation du liquide spermatique en attendant que le spermatozoïde pénètre à l'intérieur du col. Donc c'est un réservoir qui participe et facilite la pénétration et il emmagasine les spermatozoïdes pour qu'ils pénètrent à l'intérieur des voies génitales, c'est-à-dire l'utérus. La partie inférieure, elle se termine au niveau de la vulve qui est couverte, et ça on l'a vu, qui est couverte par la petite lèvre et grande lèvre. La cavité vaginale est séparée de la vessie par une cloison. Et cette cloison, c'est la cloison vésico-vaginale. Et cette cloison est importante dans la continence. C'est-à-dire, est-ce que les 2 sphincters internes et externes de l'urètre qu'on a déjà vu sont suffisants pour retenir l'urine? Non. Il y a cette cloison vésico-vaginale intervient aussi dans la continence. Comment elle intervient? Elle représente la terminaison des fibres du muscle releveur. C'est la portion pubo-vaginale. La portion pubo-vaginale intervient à ce niveau et quand il y a une contraction du muscle releveur, il y a un cap qui va être accentué à ce niveau et qui va former un coude qui va participer bien sûr dans la rétention urinaire. Avec l'âge, avec la faiblesse de ce muscle, après des accouchements répétés chez les multipares, on va assister à une faiblesse de cette cloison qui est responsable d'une incontinence urinaire parfois spontanée ou bien d'effort. Donc, voilà, nous avons ici la cloison vésico-vaginale
Et là, c'est la cavité vaginale. Et en bas, c'est la vulve. Cette cavité vaginale, chez la fillette, la fille, elle est marquée par la présence d'une cloison qui est le symbole de la virginité qu'on appelle l'hymen. Voilà, concernant la vascularisation de cette cavité, il est assuré par une artère propre qu'on appelle l'artère vaginale longue. Et l'artère vaginale longue, on l'a vu dans la vascularisation du pelvis, c'est une artère qui provient de l'hypogastrique et qui va assurer la vascularisation de la cavité vaginale. Mais la partie supérieure, c'est-à-dire celle qui est amarrée au col, elle est vascularisée aussi par l'artère utérine, et on vient de le voir, il y a des branches appelées les branches vaginales qui vont vasculariser la région cervico-vaginale. Le drainage veineux est calqué sur le drainage, sur la vascularisation artérielle, et les lymphatiques, essentiellement les artères, c'est-à-dire les lymphonoeux au niveau hypogastrique et iliaque externe. Voici, ainsi prend fin ce chapitre concernant l'anatomie de l'appareil génital de la femme. Et vous avez vu qu'on a tiré plusieurs leçons à partir de cette étude de l'appareil génital chez la femme. Vous avez remarqué qu'on a insisté beaucoup sur les voies génitales parce que la connaissance des voies génitales permet de mieux connaître les principales pathologies au niveau de l'appareil génital chez la femme que vous allez développer bien sûr au cours de la sémiologie, au cours de la pathologie gynécologique et obstétricale. Je vous remercie.